Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité mémoire. D'abord, où l'on revient sur un événement qui a marqué un tournant décisif vers l'indépendance de l'Algérie, la grève générale des 8 jours lancée par le FLN qui a démontré la solidarité indéfectible du peuple algérien face aux forces coloniales. Parmi les crimes contre l'humanité qui engagent la responsabilité de la France, les explosions nucléaires de Beril à Tamanrasset le 1er mai 1962. Les dégâts de cette catastrophe nucléaire menacent toujours l'environnement et les habitants de ces régions. On ira à Cetara en Italie, une ville qui a un lien insoupçonné avec l'Algérie, particulièrement avec la ville de Razaouet, où de nombreuses familles italiennes de cette ville côtière ont eu les parents qui ont vécu. Aujourd'hui, ils aspirent à un jumelage entre les deux villes. Les Palestiniens tentent de reconstruire Rafah à partir des décombres, mais la zone reste dangereuse en raison des obus non explosés éparpillés dans le reste des bâtiments qui prendront des années à être nettoyés. Le groupe Saïdal a marqué un tournant dans l'industrie pharmaceutique nationale en inaugurant officiellement son projet de sérialisation des médicaments dans l'objectif de garantir la traçabilité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'énergie et le début des travaux du sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie en présence du ministre d'État, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab, qui représente le président de la République à ce sommet Mission 300. Lors des réunions préparatoires du sommet hier, Arkab a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur du renforcement de l'intégration africaine et internationale en matière d'énergie, saluant l'initiative Mission 300 qui vise à raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Le Parlement algérien condamne avec la plus grande fermeté la résolution du Parlement européen relative à un citoyen algérien poursuivi en justice et comportant des allégations fallacieuses dont l'unique objectif est une attaque flagrante contre l'Algérie et ses institutions en osant vouloir se substituer à la justice algérienne en appelant à la libération immédiate et inconditionnelle d'un citoyen algérien arrêté sur le territoire national pour des actes punis par la loi, rappelant que l'intéressé fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans le respect des droits de la défense et des garanties consacrées par la Constitution et les lois nationales en vigueur. Le Parlement algérien dénonce l'exploitation honteuse de cette affaire pour porter atteinte à l'indépendance de la justice, affirmant que l'extrême droite française, connue pour son hostilité profonde et sa haine viscérale envers l'Algérie, est à l'origine de cette résolution, une résolution qui intervient alors que les scandales financiers et éthiques ont récemment entaché le Parlement européen, laissant planer des doutes fondés sur les institutions, motivations et suspicions entourant l'adoption de telles résolutions, mettant ainsi en doute leur crédibilité. L'Algérie, qui accorde une grande importance à ses relations avec l'Union européenne, ne saurait en aucun cas tolérer que cette question soit exploitée à des fins douteuses qui ne servent en rien l'avenir du partenariat entre les deux parties. Condamnation également du côté du Parlement panafricain de la résolution du Parlement européen, la qualifiant d'ingérence injustifiée dans les affaires intérieures de l'État algérien souverain et de violation des chartes internationales consacrant le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires. L'Union des assemblées des États membres de l'Organisation de la coopération islamique a également fermement condamné la résolution du Parlement européen concernant l'Algérie, la qualifiant d'ingérence flagrante et inadmissible dans les affaires internes du pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, est en Italie pour une visite officielle accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, à l'invitation du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique qui caractérise les relations bilatérales entre les deux pays amis, conformément à la volonté politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue italien, Sergio Mattarella. On écoute le ministre de l'Intérieur.
C'est juste donner suite à notre rencontre d'il y a une année, qui s'est déroulée l'année passée en février, le mois de février. Il ne suffit pas de se rencontrer, encore faut-il agir de manière à ce que ces rencontres aient un sens. Et cela est tout à fait naturel, normal, dans la mesure où il y a entre les deux présidents, M. Tebboune, le président de la République, et M. le président de la République italienne. Donc il y a des liens d'amitié privilégiés, éloignés. Donc il est tout à fait normal qu'on ait donc cette relation privilégiée entre les deux départements pour d'abord lutter ensemble contre la criminalité et pour lutter ensemble contre donc l'immigration, disons pas normale, pas ordinaire. Il y a des résultats tangibles et en plus de cela, l'année passée donc nous avons déterminé un cadre, disons que nous avons élargi aux deux pays qui sont disons directement concernés de la rive sud, en l'occurrence la Tunisie et la Libye. Nous avons tenu une rencontre donc, pour examiner de près un petit peu les liens qui nous unissent en tant que rive sud à la rive nord et notamment à l'Italie, qui cherchent à être hautement positive dans la mesure où, contrairement à certaines autres puissances, elles cherchent à trouver des solutions. On nous a invités en marge du G7 la dernière fois et nous avons vu que nous sommes disposés à coopérer pour peu qu'on trouve donc du répondant de ce côté-ci. On reste en Italie, à Cetarà, plus précisément une ville du sud qui a un lien insoupçonné avec l'Algérie, particulièrement avec la ville de Razaouet, à l'ouest du pays. De nombreuses familles italiennes de cette ville côtière ont eu les parents ou les grands-parents qui ont vécu en Algérie et y sont enterrés aujourd'hui. Ils aspirent à un jumelage entre les deux villes. Afaf Blouchette. Malgré l'hiver, une douce lumière baigne les ruelles de Cetarà, ce petit village accroché à la côte amalfitaine où les parfums d'agrumes et de sel se mêlent. Mais ce lieu pittoresque cache un chapitre méconnu de l'histoire méditerranéenne. Le lien indéfectible entre Cetarà et l'Algérie. Ce joyau de la côte sud de l'Italie porte en son sein les souvenirs d'une époque où ses habitants regardaient au-delà de l'horizon. Pendant des décennies et suite à des catastrophes naturelles, la ville de Razaouet fut leur refuge, leur espoir et parfois leur foyer. Toute ma famille y est liée. Mon grand-père y a passé de nombreuses années. Et ma mère, lorsqu'elle était enfant, a étudié à Razaouet, en Algérie. Elle y a vécu plusieurs années. J'ai aussi de nombreux parents enterrés à Razaouet, car ils y sont décédés et y sont restés. Depuis ma jeunesse, je rêve de ce jumelage culturel avec Razaouet, car non seulement ma famille, mais aussi 80% de mes concitoyens s'y rendaient à l'époque. À Cetarà, il n'y avait pas de travail et beaucoup de pauvreté. Mais grâce à Razaouet et à toute l'Algérie, ma communauté a retrouvé sa dignité. E grazie a Razaouet e tutta l'Algeria hanno dato dignità al mio popolo. Dans ce village, chaque ruelle, chaque pierre semble porter l'empreinte d'une Algérie aimée et chérie. Mon père est parti en Algérie à l'âge de 12 ans. Mon père, lui, parlait parfaitement le français ainsi que l'arabe. Je me souviens qu'à table, quand des Algériens venaient nous rendre visite ici, il parlait longuement avec eux, même s'il n'avait pas remis les pieds en Algérie depuis 25 ou 30 ans. Il se souvenait encore de tout. Mon père et ma mère parlaient toujours des Algériens et de l'Algérie avec beaucoup de respect. L'Algérie, à travers Razaouet, n'était pas qu'un lieu de travail, mais pour ces familles, elle était un foyer, une terre d'échanges humains, culturels et même culinaires. Cetarà, connu pour ses spécialités issues de la mer, a bâti sa réputation sur un trésor local, la colotura, une sauce ambrée à base d'anchois dont le savoir-faire s'enracine profondément dans les traditions du sud de l'Italie. Les anchois sont disposés en couches alternées avec du sel, en les croisant jusqu'à remplir complètement le récipient. Une fois remplis, nous plaçons un tombagni par paire, nous les fermons et ajoutons du poids. Ce savoir-faire a fait la réputation gastronomique de Cetarà, contribuant non seulement à son identité, mais aussi à son essor économique. C'était une communauté très très grande. Ils partaient également pour la pêche aux anchois. En effet, ici, devant nous, nous avons une plaque commémorative en souvenir des pêcheurs qui allaient là-bas et se remémoraient ces magnifiques expériences vécues là-bas. Et c'est effectivement ce lien à la fois affectif et économique que le maire de Serrata espère raviver en portant ainsi la voix de ses administrés.
Mon rêve, mon désir, je suis émue quand je repense à ces choses, c'est de créer un jumelage entre Cetara et Razaouet. C'est pourquoi j'ai ce souhait que j'espère réaliser pour reconnecter des maillons manquants. Après la Révolution, il y a eu cette séparation. Et maintenant, je voudrais, disons, rétablir ce lien qui a existé pendant 200 ans entre Cetara et l'Algérie. Ricongiungere l'anello che c'è stato per 200 anni tra i cetaresi e l'Algeria. Un rêve qui semble à portée de main tant les souvenirs vibrent encore à Razaouet et à Cetara, des deux côtés de cette mer qui unit plus qu'elle ne sépare. Dans le volet mémoire, on revient ce matin sur un événement qui a marqué un tournant décisif vers l'indépendance de l'Algérie. La grève générale des 8 jours lancée par le FLN qui a démontré la solidarité indéfectible du peuple algérien face aux forces coloniales. Un acte de résistance majeur qui, malgré la répression, est resté gravé dans la mémoire collective du peuple algérien. C'était en janvier 1957. Retour sur les faits avec Merinda Misson. Dans un contexte où la guerre s'intensifiait, le 28 janvier 1957, le FLN lance un appel à une grève générale de 8 jours à travers tout le pays, visant à paralyser l'administration coloniale et à montrer au monde entier la détermination du peuple algérien. L'objectif était double, affaiblir les structures économiques et administratives françaises, tout en attirant l'attention de la communauté internationale, notamment des Nations Unies. L'appel à la grève a été rédigé avec soin par le FLN, qui soulignait que le peuple algérien devait prouver son soutien unanime au franc, son seul et authentique représentant, afin de renforcer la légitimité de ses délégués auprès de l'ONU. Les consignes étaient claires, arrêt total des activités économiques et commerciales, fermeture des boutiques, des postes de travail désertés et immobilisation des transports. Ce mot d'ordre a trouvé un écho massif dans toutes les couches de la population, des centres urbains aux zones rurales. Face à ce mouvement d'envergure, l'administration coloniale française n'a pas tardé à réagir. Déployant tous les moyens pour briser la grève, les forces coloniales ont multiplié les arrestations, contraint de force les commerçants à rouvrir leurs boutiques et n'ont pas hésité à saccager les magasins de ceux qui refusaient de se plier aux ordres. Les travailleurs, eux aussi, ont été forcés à reprendre leur poste sous la menace et la répression constante des autorités. Malgré ces tentatives d'intimidation, la grève s'est poursuivie jusqu'au dernier jour. Des sanctions sévères ont été prises à leur égard, mutations forcées, suspensions, licenciements et emprisonnements. La presse internationale, tant arabe qu'occidentale, a salué le succès de la grève des 8 jours. Sur le plan diplomatique, la question algérienne est désormais internationalisée. Le 15 février 1957, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution unanime reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination. Cette victoire diplomatique représentait un pas important vers la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui encore, la grève générale des 8 jours reste gravée dans la mémoire collective algérienne. Elle symbolise la résistance d'un peuple déterminé à reconquérir sa liberté malgré la répression brutale des forces coloniales. Et en parlant de répression brutale, on ne peut s'empêcher d'évoquer les explosions nucléaires de Beril à Tamanrasset du 1er mai 1962 qui, aujourd'hui, sont comparés par les experts à ceux de Tchernobyl, un crime contre l'humanité qui engage la responsabilité de la France. 63 ans sont passés depuis cette catastrophe nucléaire. Les dégâts menacent toujours l'environnement et les habitants de ces régions. Commentaire Raouf Hamouche.
63 ans après les essais nucléaires français d'Ineker, la région porte toujours des séquelles sanitaires et écologiques. Les essais nucléaires dans le Sahara algérien continuent de noircir l'air dans la région de Ain Mguel. Malformations, cancers et fausses couches, pour ne citer que cela, sont les conséquences directes de ces essais nucléaires dans les communes périphériques d'Ineker, où pas moins de 13 essais officiellement reconnus par les Français ont été réalisés. Et parmi ces 13 explosions, 12 échecs ont été enregistrés, 4 accidents nucléaires et une large contamination de l'environnement de la région. 1er mai 1962, l'essai nucléaire souterrain de Beryl, 4 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, fait trembler Ineker. L'explosion a provoqué l'éjection de roches fondues hors de la montagne. Un nuage radioactif a traversé les frontières vers d'autres pays, et ce, bien avant le nuage de Tchernobyl qui a traversé l'Europe en 1986, de même que celui de Fukushima en 2011. Du point de vue juridique, la France coloniale n'a pas respecté les normes mises en place par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans ces explosions effectuées dans le désert algérien, y compris celle de Beryl. Selon les experts, la France doit assumer sa responsabilité juridique et morale, sachant que le droit international exige l'indemnisation des victimes de ces essais nucléaires. Épicentre international du trafic de drogue, le Maroc est connu pour être l'un des plus grands producteurs de cette substance au monde et aussi l'un des acteurs dans le commerce illicite, avec une production qui a atteint les 901 tonnes de résine de cannabis en 2022, année lors de laquelle le Maroc a adopté une loi autorisant le cannabis thérapeutique. Récemment, une série de révélations et des rapports accablants ont mis en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant jusqu'en Europe, notamment l'affaire Escobar du désert. Marine Damis. Alors que le trafic de drogue connaît une hausse inquiétante dans la région du Sahel et à l'échelle mondiale, des accusations viennent remettre en lumière l'implication de responsables politiques marocains dans ce commerce illégal. Le rôle controversé du Merzen est de nouveau pointé du doigt, accusé de répandre des substances mortelles dans plusieurs régions du monde. Ces révélations soulèvent des questions préoccupantes sur le lien entre la politique et les activités illicites, notamment l'influence croissante des réseaux de trafiquants au sein des milieux politiques, le blanchiment d'argent, la corruption et le détournement des deniers publics. Aujourd'hui, la corruption s'est intensifiée. L'Escobar du Sahara n'est qu'une partie de la grande corruption qui gangrène le pays. Les réseaux de corruption ont touché à tout. C'est une réalité dégradante. Ils commercent avec tout, les diplômes, les certificats universitaires, même les certificats médicaux. La corruption s'est généralisée et menace l'État et le peuple. La persistance de la corruption au Maroc, un phénomène ancré dans les pratiques du Merzen, souvent associé à la corruption, en particulier dans les secteurs des affaires et de l'investissement, a créé une situation préoccupante menaçant la stabilité du pays et plongeant encore plus les tranches les plus vulnérables dans la précarité. Les experts qualifient cette situation de dangereuse et les conséquences de l'inaction se traduisent par des impacts financiers considérables, assumés principalement par les plus démunis selon les rapports du Forum économique mondial. Vous nous mentez et vous nous menez droit dans le mur. Vous parlez d'investissement, d'attirer des entreprises, mais dites-nous, quelle est la réelle valeur ajoutée? La majorité des emplois proposés sont des contrats ANAPEC ou bien des contrats d'une durée de 3 mois. Comment ce citoyen peut espérer sortir de la pauvreté pour accéder à la classe moyenne? Et on s'étonne d'avoir 21% de taux de chômage? C'est la corruption qu'ils sont censés combattre. Nous sommes plus qu'opprimés dans notre pays. Les différentes instances des droits de l'homme tiennent le Merzen pour responsable de la tension sociale et de l'escalade des protestations. Des indicateurs alarmants de l'installation de la corruption et des politiques défaillantes qui ignorent la dégradation des conditions de vie des Marocains. Des tirs de chars ont visé ce mardi un groupe de Palestiniens qui tentaient de regagner leur maison dans le quartier Zaytoun ainsi qu'à Khan Younes dans la bande de Gaza selon l'agence Wafa. Un Palestinien est tombé en martyr et d'autres ont été blessés hier soir dans un bombardement par l'aviation sioniste d'un bulldozer à l'ouest du camp de réfugiés d'Al-Nusayrat. Un territoire qui reste dangereux pour les Palestiniens en raison aussi des obus non explosés éparpillés dans les restes de bâtiments qui prendront des
des années à être nettoyé. À Rafah, tout est détruit. Les maisons, les magasins, les rues et les établissements de santé transformés en décombres et les systèmes d'électricité et d'eau ont également été endommagés. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité présidée par l'Algérie consacrée hier à la situation au Soudan et au Soudan du Sud, le représentant de l'Algérie aux Nations Unies, Toufiq Koudri, a appelé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en vue de préparer le terrain à un processus politique véritable et ciblé au Soudan, soulignant qu'une solution durable au conflit dans ce pays passe par la fin des ingérences étrangères. Par ailleurs, le diplomate algérien a salué l'adoption par le gouvernement soudanais du plan national de protection des civils au Soudan. Le groupe Saïdal a marqué un tournant dans l'industrie pharmaceutique nationale en inaugurant officiellement son projet de céréalisation des médicaments. Cette innovation essentielle pour garantir la traçabilité et la sécurité des produits pharmaceutiques a été lancée lors d'une cérémonie organisée hier à l'usine de Saïdal à Cherchel dans la wilaya de Tipaza. Amira Sefta. Avec l'inauguration de son projet de céréalisation des médicaments, le groupe Saïdal compte sur cette innovation majeure pour renforcer la traçabilité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des réformes impulsées par le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, visant à moderniser le secteur pharmaceutique en Algérie et à aligner les standards nationaux sur les normes internationales. C'est le lancement de la céréalisation sur un lot industriel. On a lancé ce projet et c'est mettre un code spécifique sur chaque étui dans le même lot d'un lot industriel en médicaments. La céréalisation consiste à attribuer un code unique à chaque boîte de médicaments permettant de suivre son parcours de la production à la délivrance aux consommateurs, ce qui garantit la lutte contre la contrefaçon, une traçabilité accrue et la précision des signalements. On a lancé aujourd'hui la première production avec la céréalisation en Algérie. Un médicament, on sait bien qu'il y a une vignette sur un médicament. On veut aller à un point où on enlève cette vignette. Avoir une traçabilité, avoir une transparence du médicament. La quantité du médicament en Algérie, éviter la contrefaçon, tout cela, on peut le faire avec ce système-là. Le lancement de la céréalisation des médicaments constitue une avancée stratégique pour l'Algérie, qui se positionne ainsi pour devenir un acteur clé sur le marché mondial des médicaments et renforcer sa compétitivité à l'international. Direction Ain Defla à présent pour vous présenter un des fleurons de l'industrie métallurgique nationale. Il s'agit de l'entreprise nationale Bati Metal West avec une expérience de plusieurs années dans le domaine de la charpente métallique. L'entreprise a réalisé de grands projets d'envergure nationale. Elle propose une large gamme de services et envisage de relever le défi de l'autosuffisance industrielle. Reportage Saïda Mayouf. Implantée dans la zone industrielle de la wilaya de Ain Defla, l'entreprise publique Bati Metal West, un des fleurons de l'industrie algérienne, munie d'une longue expérience acquise au fil des ans en matière de charpente métallique et de chaudronnerie, se fixe l'objectif de réussir le pari de l'autosuffisance industrielle. Nous offrons à nos clients une large gamme de services tels que l'étude, la conception, la fourniture, la fabrication, le transport et la pose. Nous faisons même du tout corps d'État. Donc nous exerçons depuis 1983 au niveau du site Ain Defla. Alors parmi les projets principaux qu'on a réalisés, les parkings à étages, les hangars d'avions pour le compte de l'MDN, des hangars hélico, les piscines assoirs, des hangars de stockage, les silos métalliques. Bati Metal, c'est pratiquement toute ma vie, donc on a passé toute notre jeunesse. Tout le process de fabrication débute par le bureau de traçage où les plans sont décortiqués grâce à des croquis. Ils seront exécutés par la suite au détail près dans les ateliers par des employés armés d'une haute technicité. Nous existons après la restructuration de l'entreprise mère depuis 1979. Notre capacité de production est très élevée. Elle est de l'ordre de 12 000 tonnes annuellement.
Nous comptons 450 travailleurs avec un savoir-faire reconnu. Nous avons 3 lignes pour la chaudronnerie et 3 lignes pour la menuiserie. Cette unité industrielle, avec plus d'1 siècle d'expérience et d'inventivité, ambitionne la conquête de nouveaux marchés internationaux, notamment le marché africain. Nous avons participé en 2024 à diverses foires. D'ailleurs, la foire à la Mauritanie et une foire à la Libye, dont nous espérons avoir des clients potentiels et des partenariats avec eux afin d'explorer l'international, le marché international et pourquoi pas le conquérir et essayer d'exporter notre produit aux pays africains. Nul doute, le tissu industriel de Ain Defla se raffermit et se fera un chemin incontesté pour en faire un pôle d'excellence. D'autant que cette unité se projette dans une nouvelle ère. SNC Métal, une appellation revisitée et un engagement d'aller encore plus loin dans l'innovation. Sport pour terminer, notre équipe nationale de football évoluera dans le groupe E en compagnie du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan lors du premier tour de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à l'issue du tirage au sort effectué hier soir. La compétition débutera le 21 décembre prochain. La finale se jouera le 18 janvier 2026. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.